Laure Becchio, merci infiniment d'être avec nous dans les 4V, et surtout après que des nouvelles interpellations sont intervenues dans l'affaire Amra, puisque petit à petit, la justice déroule les fils de cette évasion. D'abord, il y a eu donc 8 interpellations lundi. Est-ce que depuis, il y en a eu d'autres, peut-être, que vous nous annonceriez ou pas ? Non, à ma connaissance, pas de nouvelles interpellations. Alors, vous savez que le caractéristique de ce dossier, c'est qu'il évolue de jour en jour et que la détermination des enquêteurs et des magistrats me permet de dire que rien n'est encore joué, que d'autres interpellations pourront intervenir. Mais à ma connaissance, il n'en avait pas de nouvelles ce matin. Dans les jours qui viennent, peut-être ? Dans les heures qui viennent ? Alors, heures qui viennent, c'est peut-être optimiste, mais dans les jours qui viennent, rien n'est à exclure. D'accord, ça veut dire que petit à petit, vous recomposez les cercles concentriques autour de cette évasion et qu'à chaque fois, vous trouvez un nouveau fil qui vous emmène ailleurs, dans une autre direction, ou bien sur des profils que vous avez déjà ciblés et sur lesquels vous êtes en surveillance ? Alors, c'est un peu les deux options qu'il faut retenir, c'est-à-dire que nous avions effectivement, au cours de cette enquête qui a quand même duré 9 mois et qui a consisté à lancer un filet avec des grosses mailles et puis pour ensuite resserrer les mailles petit à petit, à la fois sur l'équipe qui a permis l'évasion de Mohamed Amra, le commando, puis ensuite l'équipe de logisticiens qui lui a assuré des hébergements, eh bien, nous avions un certain nombre de personnes qui étaient susceptibles d'être suspectées. Mais quand les premières personnes sont interpellées, nous découvrons à l'occasion des perquisitions qui sont faites, de nouveaux éléments qui nous permettent de tirer de nouveaux fils. Et j'ai presque envie de vous dire que les comparses de Mohamed Amra avaient finalement construit autour de lui un labyrinthe et que les enquêteurs, petit à petit, explorent tous les chemins de ce labyrinthe. Certains d'entre eux ont parlé ou ils restent mutiques ? Alors, la plupart se refusent à toute déclaration ou gardent le silence, qui est leur droit, et puis ce qui peut être aussi relevé d'un conseil de leurs avocats qui n'ont pas eu complètement accès à ce dossier qui est tout aussi tentaculaire que l'ont été les investigations. Mais d'autres commencent à livrer un certain nombre d'explications qui, là aussi, mériteront d'être vérifiées. De quoi les 8 interpellés sont-ils soupçonnés ? Ils font partie de ces logisticiens dont vous nous parlez ou pas ? Oui, là, nous sommes sur la phase de ces interpellés, nous sommes plutôt dans la phase des logisticiens qui ont permis de dissimuler Mohamed Amra après son évasion. Il se serait caché, semble-t-il, du côté de Compiègne, dans l'Oise. Est-ce que c'est une information que vous confirmez qui a commencé à fuiter hier ? Oui, je peux vous confirmer que l'un des lieux d'hébergement de Mohamed Amra a pu se situer dans la ville de Compiègne. Assez tôt après son évasion, semble-t-il ? Plutôt tôt. Après, ça fait partie des éléments d'enquête qui nous restent à élucider. C'est-à-dire, est-ce qu'il est arrivé à Compiègne immédiatement après son évasion ou est-ce qu'il a eu un autre endroit de rebond avant d'arriver à Compiègne ? Il a fait des allers-retours entre l'Oise et la Normandie ? Alors, aller-rur là aussi, puisqu'il y a la piste d'avant d'arriver Compiègne qui mérite d'être creusée. Mais en tout cas, on sait qu'après Compiègne, il y a eu la ville de Rouen. Quand il a été arrêté, vous l'aviez dans le viseur depuis combien de temps ? On imagine qu'il était sous surveillance pour que vous arriviez à repérer l'ensemble de ses complices possibles. Alors, je dirais qu'on avait à peu près la certitude d'être en temporalité de ces déplacements début février. D'accord. Et donc, à partir du moment où début février, on a pu avoir à peu près la conviction que la manière dont on le pistait était la bonne et que c'était bien lui qui était derrière toutes les sonnettes qui carillonnaient, eh bien là, il a fallu savoir quand est-ce qu'on pouvait donner le go de l'interpellation. Et en février, il est déjà en Roumanie ou pas ? Non, pas encore. Pas complètement, mais il va y arriver très rapidement. D'accord. Et on imagine que pendant ce laps de temps dont vous nous parlez, vous organisez l'interpellation de tous les autres pour que le coup de filet puisse s'opérer dans les 48 heures. Alors, c'est pas tellement comme ça que ça s'est fait, parce qu'en fait, effectivement, la stratégie d'enquête était de dire Amra en premier, les autres ensuite. Mais évidemment, comme dans toute enquête aussi sensible que celle-ci, nous n'avions jamais pu avoir la certitude qu'au jour J, ça serait le bon jour de l'interpellation. Donc, en fait, la mobilisation des services de police et des magistrats de la Junalco a pu être extraordinaire, parce que dès que cette interpellation a été connue, ce sont dans les 48 heures que des dizaines d'interpellations ont été déclenchées. Il y a le nom d'un groupe qui a émergé au fil de cette enquête et de ces révélations de ces derniers jours, c'est ce qu'on appelle la Black Manjaak Family. Je ne sais pas si vous connaissiez ce groupe, la BMF. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un groupe un peu structuré ou pas ? Alors, comme l'objet des investigations qu'on a dans le dossier de Mohamed Amra ne portait pas sur ce groupe que l'on évoque, je ne peux pas aujourd'hui vous en faire une description qui serait objectivée, puisque nous, les investigations n'ont pas porté sur ce groupe. Alors, si au cours des recherches qu'ont fait les magistrats instructeurs, il y a des questionnements sur une éventuelle implication pénale de ce groupe dans d'autres faits,
j'imagine bien qu'elles seront creusées, mais ça n'était pas l'objectif premier de ce dossier. Ça a évidemment suscité l'intérêt parce qu'on voit apparaître de plus en plus des groupes plus ou moins mafieux comme ça. Il y a cette BMF qu'on découvre, il y a également évidemment la fameuse DZ Mafia du côté de Marseille, et ça se met dans une temporalité de lutte contre le narcotrafic sur lequel alertent beaucoup les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ils ont été auditionnés tous les deux, et il y a une proposition de loi contre le narcotrafic qui est examinée en ce moment en commission. Est-ce que d'après vous, cette loi, vous qui êtes évidemment au cœur de ce système, elle changerait beaucoup de choses, elle vous faciliterait la vie ou pas ? Alors, il y a effectivement des pistes qui sont proposées dans cette loi qui sont intéressantes, notamment des pistes pour faciliter ce que j'avais envie de dire, la coordination et l'échange de renseignements. Parce que la lutte contre la criminalité organisée, ses grands moyens sont à la fois les moyens en magistrats, les moyens en enquêteurs, mais aussi les moyens en technique d'enquête, susceptible de rester un peu secrète, et la loi s'intéresse à ce type de fait, et puis aussi la capacité de coordonner la lutte contre la criminalité organisée. Alors, garder certaines techniques secrètes, c'est ce qu'on appelle dans votre jargon le dossier coffre, et ça c'est intéressant parce que c'est un sujet polémique, les avocats sont vent debout contre cette mesure, et l'un de vos anciens confrères d'ailleurs, François Molins, qui était à votre place il n'y a pas si longtemps, il n'était pas non plus favorable à ce dossier coffre. Pourquoi vous pensez-vous que c'est une bonne idée, que ça n'enfreint pas surtout les droits et les libertés? Alors, ça sera une bonne idée si le législateur sait la construire et la mettre dans la loi de façon correcte. Bien sûr, nous sommes tous très attachés au principe du contradictoire. Après, il ne s'agira pas de dissimuler à la défense le fait qu'il y ait eu recours à des techniques spéciales d'enquête. Il s'agira simplement de dire que la technicité et le caractère pointu de ces techniques ne sera pas révélé au dossier. Mais après, ça va faire partie des discussions qu'ont le législateur. On sait quand même qu'il faut que nous avons en face de nous, si je dois parler en termes d'adversaires, des gens qui sont extrêmement intelligents, mais qu'il ne faut pas mésestimer. Et je dirais, avoir les moyens un peu secrets d'une lutte au niveau technique et pas du tout au niveau procédural, eh bien, pourrait être une piste intéressante. Et est-ce que vous appelez aussi de vos voeux cette fameuse super prison avec les 100 plus gros narcotrafiquants? Gérald Darmanin devait aller ce soir aux 20h pour dire quel établissement sera retenu. On ne sait pas si ça sera confirmé ou pas parce qu'il y aura à 20h l'intervention du président de la République qui prendra sans doute beaucoup de place. Mais sur le principe, est-ce que vous dites oui, c'est une bonne idée et il faut peut-être aussi des quartiers spécialisés, prison par prison, pour isoler ces détenus particuliers? Alors, ça, il ne m'appartient pas complètement d'analyser la manière dont l'administration pénitentiaire va pouvoir le construire et dont, je dirais, le législateur aussi s'intéressera à ces modalités de détention. Ce qui est certain, et ce qui est incompréhensible pour nos concitoyens et ce qui est déceptif pour nous, c'est qu'il n'est absolument pas admissible que lorsque l'on écroue des gens qu'on considère être comme des trafiquants de haut vol, comme des délinquants de haut vol, ils puissent continuer leur activité illicite en prison. Donc il faut trouver des solutions à cela. Et je dirais que la mobilisation du garde des Sceaux à cet égard est effectivement à saluer. Et sur un spectre de délinquance peut-être moins élevé, sur des plus petites peines, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très sévère sur ce qu'on appelle les travaux d'intérêt généraux, les tiges, travaux d'intérêt général plutôt, ou bien le bracelet électronique. Le rapport dit en gros sur la récidive, ça ne change rien. Est-ce qu'on est allé trop loin dans cette voie, tout simplement parce qu'on manquait de place en prison, pour dire les choses? Alors, c'est pas du tout les raisonnements que font les magistrats, même si on doit s'interroger sans même sur les conditions de détention, parce que lorsque vous avez des personnes qui sont sur des matelas dans les cellules, je crois qu'on ne peut pas admettre ces conditions de détention-là dans notre pays. Mais en revanche, lorsqu'il y a des dossiers d'une gravité réelle et qu'il faut requérir les placements en détention, les magistrats du parquet sont au rendez-vous et les juges des libertés de la détention aussi. Après, les aménagements de peine, il faut y réfléchir. Moi, je crois quand même que le travail d'intérêt général est une piste qu'il faut explorer parce que, comme toute peine, elle doit être adaptée à la gravité des faits et puis aux précédents et aux antécédents du mis en cause, à sa personnalité, comme on dit. Et donc, même si ça mérite d'être perfectible dans sa mise en place, je crois qu'il ne faut quand même pas totalement l'exclure. La procureure de Paris qui nous a donc donné des précisions ce matin sur la traque contre Mohamed Amra dans le viseur dès le début février, parmi les autres informations que vous nous avez données. Merci infiniment. Merci.